On est très heureux de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou et avec Eliezer. Alors, tu as un thème qui apparemment n'est pas lié à Hanouka, le peuplement de la Judée-Samarie, mais je suis sûr que tu vas trouver une histoire qui nous relie à cette fête. Hanouka Sameach et bonne étude à tous avec Eliezer, le peuplement de la Judée-Samarie. Hanouka Samer, c'est au plus haut niveau que tout cela est lié. Je commence un cycle qui me semble, je l'ai dit à Brigitte, je l'ai dit à Vrivka, j'ai dit à Abraham, Ken, à nos amis et tous, qui me semble hyper important parce qu'il s'agit beaucoup plus que juste d'histoire du peuplement, d'un lopin de terre, etc., etc. Euh, D'autant plus que, on a dit, en apparence, c'est peut-être pas lié à Hanouka, mais je veux commencer par citer un fait qui s'est déroulé, notre première implantation, notre première assise, prise de pied en Samarie, c'était en 1975, après 7 tentatives comment dire, Alia à la carte, de s'établir. Après 7 tentatives, c'est la 8e tentative à Sébastien, Shomron, l'ex-capitale de la Samarie, que finalement, on arrive à prendre pied et qu'on reçoit l'accord de Shimon Peres, le ministre, et que est fondée la Nekuda qui va ensuite devenir le Yishuv de Nokdim, dans ce qu'on appelle le Machane Kadoum. Machane Kadoum, c'est là où le Garin, le noyau de Elon Moré, qui voulait d'abord s'établir à Elon Moré, Sébastien, et puis ensuite s'est établi pour finir à Machane Kadoum, qui va encore une fois devenir Nogdim. Eh bien, ça s'est passé Hanouka 1975. Hanouka 1975, juste pour vous donner quelques images. Regarde, regarde, on va montrer tout ça. Ce sont des images filmées 10 minutes, à peine 10 minutes, 10 secondes, pardon, à peine 10 secondes, où on voit, ça va, vous voyez bien, Ouais, parfaitement. vous voyez danser, vous voyez la personne, le Rav Levinger. Le Rav Levinger, ça c'est après qu'ils aient pu s'établir, vous verrez plusieurs personnes, ils aient pu s'établir à Machane Kadoum, Garin Elon Moré. Vous voyez le Rav Levinger qui danse, vous allez voir Menachem Begin, 75. Ce sont des images très rares à ce sujet, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en parler. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en parler. Aujourd'hui, on va parler des choses qui ont précédé. Pourquoi? Parce que ça, c'est 75. Et nous, on a libéré Judée, Samarie, Golan, le Sinaï, Jérusalem, naturellement, en juin 67. Eh bien, il me semble que 53 ans après l'établissement de la première localité, d'ailleurs, vous savez quelle était la première localité établie dans les territoires libérés? Généralement, on a l'habitude de dire que c'est Kfar Etzion. Effectivement, Kfar Etzion a été établi une semaine avant Rosh Hashanah 67. Tashkar, c'est-à-dire septembre. Mais à vrai dire, il y a encore un kibbutz qui a été établi avant. Merom Golan. Merom Golan a été établi en juillet.
en juillet 67. C'est-à-dire, on n'a pas perdu de temps. Eh bien, 53 ans après cela, après l'établissement de ces premières localités, il est temps de mettre un peu d'ordre, de conceptualiser ce qui me semble être le plus grand idéal, le plus grand défi d'Israël, de ces années, de ces générations, et surtout de le désectorialiser. Très souvent, on a la pression de savoir, ah, Yuda et Shomron, ça c'est les colons. Ça c'est les kippot srugot, ça c'est ce qui les inscrirait, est-ce qu'on vient est-ce qu'on légalise les avant-postes, est-ce qu'on construit, etc., etc. Donc, il a fait merde, mais il me semble que là, on perd l'essentiel véritablement de la signification de ces choses. Pourquoi? Parce qu'après 67, c'est une véritable métamorphose de l'État hébreu qui se transforme d'un État refuge, cantonné dans ce qu'on appelle les frontières d'Auschwitz, terme qui dénomme autant la géographie que la conscience de l'État d'avant 67 et de son esprit. On passe à un État qui a une signification, une ampleur, une envergure et surtout une vocation qui est à la mesure de ces nouveaux territoires conquis, libérés. On passe à l'État juif hébreu, à portée biblique, dont l'étendue, encore une fois, est à la hauteur, est à la mesure de la vocation. Et c'est pour ça que quand la lutte se déroule contre les frontières d'après 67, ce n'est pas seulement contre les frontières géographiques, mais c'est surtout contre les frontières spirituelles. Les frontières identitaires. C'est à ce niveau que le combat est véritablement livré. Et c'est en 67 que commence, si on peut dire, véritablement la phase 2 du sionisme. Sionisme version 2.0, ça commence en juin 67. Et c'est pour ça que lorsqu'on va considérer ces choses-là, et je dois admettre, tout simplement, en préparant ces cours, je me suis aussi arrêté, je me dis, règle, essaye de regarder tout cela avec une perspective beaucoup plus élevée. Essaye de voir la signification nationale, internationale de ce qui s'est passé. Tous les mouvements de boycott, tous les mouvements de tohu-bohu autour d'Israël, ça a commencé, ça a pris une véritable ampleur après 67, lorsque tout d'un coup on s'est rendu rega. Ce n'est plus un camp pour personnes déplacées au Moyen-Orient. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un Israël qui a retrouvé ses frontières ancestrales, ses frontières de l'identité de l'hébreu, pour parler en termes de Manitou. Je viens de terminer une conférence en russe où on m'a demandé de parler de Manitou, de ce qu'il disait sur la signification de Hanouka. Les gens, ils étaient, je vais vous dire, il y avait énormément de personnes. Vous ne pouvez pas savoir que dans le public russophone, les gens sont fascinés par la Torah de Manitou. Qu'elle soit rapportée au travers Rav Cherki ou directement, bien que ce soit très difficile. Oui, merci. Fasciné par sa Torah. Absolument fasciné. Je leur ai même fait écouter l'interview qu'il a donnée à Emmanuel Alperin en français. Vous savez, les russophones, ils aiment beaucoup le français, même s'ils ne comprennent pas. Bon, il y avait les sous-titres en hébreu, peu importe, mais c'était quelque chose, ils étaient fascinés. Ils étaient fascinés par Hanouka.
véritablement. Enfin bon, alors juste pour ouvrir une parenthèse, pour dire combien on a encore des choses à dire. Surtout que dans l'interview, à la fin, il parlait de la Aliyah qui venait de débuter, de 400 000 juifs d'Union soviétique qui venaient d'atterrir. C'était une interview qu'Emmanuel Perrin prenait en 92. C'était fascinant, complètement. Pas bon. OK, Yofi, on continue. Donc, on parlait de désectorialiser. L'Aristotélie, et comment? Oui. Parler, écrit. Lermontov, Pushkin, etc. Pushkin, ça sonne français d'ailleurs. Pushkin. Pas bon. Tolstoï, c'est la moitié de son livre, c'est en français. On parlait de désectorialiser. Je voudrais vous montrer une carte. Regarde. Non, c'est pas ça. Voilà. Vous connaissez cette carte? On voit la... bien. Vous connaissez la carte? C'est le plan Alon, du nom de la personne qui était à l'époque ministre du Travail, Yigal Alon, ex-commandant du Palmar. Et voici son plan. Voici son plan. Regardez ce qui est en bleu clair. Tout ce qui est en bleu clair, ce sont les zones qui doivent être annexées à Israël. On connaît tous la décision prise par le cabinet quelques semaines après la victoire de rendre ou de redonner ou d'offrir les territoires pris en échange de la paix si les Arabes devaient être d'accord. Comme l'a dit Moshe Dayan, il attendait le coup de téléphone. Mais il faut savoir que parallèlement, en juillet 67, encore bien avant que aucune localité n'ait été établie en Judée-Samarie, voilà le plan de Yigal Allon qui nous est beaucoup plus favorable que la Tornit Amea, le plan du siècle de Donald Trump. Comprenez? C'est-à-dire que tout ce qui est en bleu doit faire partie d'Israël, tout ce qui est autour de Jérusalem, Gush Etzion, tout le couloir de la Troune, qui monte de la Troune jusqu'à l'est, Jérusalem, Atarot, plus au nord, presque Ramallah, Beitel, tout cela, Ma'ale Adumim, bien entendu, Kiryat Arba. La frontière passe entre Hebron et Kiryat Arba et on va voir Hebron est dedans. La partie juive de Hebron, on va le voir, elle est dedans. Donc, à partir de 67, c'est le gouvernement travailliste qui adopte de manière informelle le plan Allon. C'est un plan qui n'a jamais été formellement voté, adopté, mais qui a servi de 67 à 77 de véritables programmes, plans de route pour du Parti travailliste au pouvoir pour encourager le peuplement de la Judée-Samarie. À l'époque, rien de sectoriel, absolument rien de sectoriel. C'est quelque chose qui est plus que cela, presque l'initiative travailliste. Je vous le rappelle, la première localité, c'est au Golan, Mérom Golan, c'est par le mouvement de Kibbutzim, Bichlal, qui est établi.
Donc, on voit près de la moitié de la Judée-Samarie, elle doit nous appartenir. Maintenant, il y a aussi, naturellement, une partie du plan, elle n'est pas présentée ici, mais c'est-à-dire on doit garder toute la ligne qui longe le golfe de Eilat, c'est-à-dire de Eilat jusqu'à Ophir, jusqu'au détroit d'Eilat, détroit de Tyran, détroit d'Aqaba, ça dépend comment on les appelle, au sud, frontière entre aujourd'hui Égypte et Arabie Saoudite, tout cela, il doit y avoir une ligne israélienne là-bas. Aussi au sud de Gaza, qui va être connue comme la Revel Yamit, la région de Yamit, tout cela doit appartenir à l'État d'Israël pour des raisons de sécurité. C'est Yigal Allon qui le dit. Vous comprenez? Top. Alors, effectivement, on voit le premier Ishuv qui est fondé ici en Judée, c'est Kfar Etzion, Gush Etzion. On vous voit, vous connaissez le fameux arbre, à Alon Aboded, qui est symbole, qui a servi qui a près de 700 ans aujourd'hui, qui a servi de symbole, de point de ralliement des Yeldei Kfar Etzion, qui ont été évacués quelques mois avant la destruction des 4 Yishuvim du Gush Etzion, la veille de la déclaration d'indépendance, et pour lesquels a été fixé le jour de la commémoration des soldats tombés dans les guerres d'Israël, la veille du jour d'indépendance, en mémoire de ces 4 Yeshuvim. C'était le jour où il y a eu de plus de soldats, et pas seulement de soldats juifs qui sont tombés, près de 240 défenseurs de Kfar Etzion et de Revadim, de Masurat Yitzhak, ont été tués, et c'est ainsi que les enfants qui ont été évacués en janvier 48, eh bien, ils se rencontraient chaque fois à Beitar, Mevo Beitar, le point, ou à Ramat Rachel, des points d'où on pouvait voir cet arbre, pour dire qu'on va y revenir, on va y revenir. Un jour viendra, on va y revenir. Effectivement, 19 ans passent, et c'est Yaldei Kfar Etzion, avec à leur tête Hanan Porat, Yochanan Ben Yaakov et d'autres personnes. Eh bien, ils se retrouvent et ils vont voir les ministres pour le ministre du gouvernement, pour obtenir la permission de rentrer à Kfar Etzion. Il voit d'abord ministre de la Défense. Oui, absolument. J'ai lu que les raisons d'installation dans les territoires pour les travaillistes n'étaient pas identitaires, mais plutôt sécuritaires. Oui, ça ne veut pas dire que l'aspect identitaire était absent, on va le voir. Mais effectivement, l'aspect sécuritaire était dominant. Cela dit, Bessed, beaucoup avant venaient en Israël, pas pour des raisons identitaires non plus, mais pour des raisons sécuritaires aussi, à cause des pogroms, etc. Donc, vous savez, bon, mais cela dit, revenons maintenant à notre chose. Bon, Hanan Porat, il va voir Moshe Dayan. Quelle est la réponse de Moshe Dayan? La réponse est: nous attendons un téléphone de Hussein. Un téléphone de Hussein. Top. Alors, pour l'instant, rien à faire. Rien à faire. Été 67. Alors, on s'adresse au Mafdal. Le Mafdal n'en a que faire. Le Parti national religieux n'en a que faire. Il est encore dans le rôle de ce qu'on appelle du Shomer Kashrut, du Mashgir Kashrut, du wagon-restaurant, du train sioniste. Comme vous savez, c'est la fameuse formule de Amos Oz, etc. Mais qu'est-ce qui le fait se réveiller? C'est que on lui dit: ah,
tu ne veux pas prendre l'initiative, mais tu sais, il y a des chilonim, il y a des chilonim. Vous connaissez le Ordin Eliakim Ha'etzny, qui était à la tête du comité pour le peuplement de la Judée-Samarie, qui veut prendre la tête du peuplement, il veut aller, il veut rentrer, etc. Il veut rentrer au Gush Etzion. Tu veux qu'il passe avant les enfants de Gush Etzion. Celui qui dit ça, celui qui fait réveiller ainsi le parti Mafdal, c'est le Chaver Knesset Chazani, au nom duquel ensuite a été fondé le Yishuv Netzer Chazani. En 76, Gush Katif, c'est le premier Yishuv de Gush Katif, du Gush Katif au sud. Parce qu'au nord, le premier Yishuv, c'est à Kfar Darom. Kfar Darom, c'est au début des années 70. Et c'est lui qui ramène les gens du Mafdal et dit effectivement, les Mafdal prennent position et ils vont s'adresser avec Hanan Porat à leur tête à Levi Eshkol. Levi Eshkol, il dit, mais écoutez, mais où c'est Kfar Etzion? C'est tout près, ici, regardez. Alors, Yingele, Kinderlach, Lechu Kinderlach, la fameuse phrase, allez-y, les enfants. Kadima, et c'est ainsi qu'une semaine avant Rosh Hashanah Tashkach, 1728, en septembre 1967, que les gens viennent à Kfar Etzion. Maintenant, établissent Kfar Etzion. Maintenant, chose intéressante, juste pour donner la mesure de qui est avec qui et qui est contre qui. Chose un peu moins connue que j'ai trouvée dans un article de Chagai Segal sur Ben Gurion. Quelle est la personne qui, 2 mois, presque à Hanouka, 1967, leur rend visite? Je vais vous aider. Il est sur la route, et il fait la route entre Jérusalem et Sde-Boker. Qui leur rend visite? Ben Gurion. Il se sent avec eux beaucoup plus à l'aise qu'à côté de ses camarades socialistes. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent les idéaux en vie. Ils sont là à faire fructifier la terre. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il mange avec eux. Il leur dit, Chaverim, il va faire froid ici. Il faut multiplier la Ityashvut ici, sinon vous allez avoir froid. Il faut établir encore quelques Yishuvim. Vous êtes trop peu. Ben Gurion, 67. Tout le monde sait le citer. Avant 67, il disait non, c'est une catastrophe, il ne faut pas commencer la guerre. Personne ne cite Ben Gurion lorsqu'il appelle le deuxième jour de la guerre. Il dit c'est le plus grand jour de ma vie. Le deuxième plus grand jour de ma vie. Le premier, c'est quand j'ai fait mon alia. Le second, c'est la victoire de la guerre des 6 jours, la libération de Jérusalem. C'est ce que dit Ben Gurion. Comprenez? Ce Ben Gurion-là, on ne le sait pas. On vous présente le Ben Gurion qui, après 67, il faut tout rendre. Mais on ne vous présente pas le Ben Gurion qui, après sa visite au Golan, dit non, 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 non. Le Golan, on ne le rend pas. On ne vous parle même pas du Ben Gurion. Il dit Hebron, on ne le rend pas. Ma piton. Hebron, l'homme arzirim et Hebron. Je ne parle pas de Jérusalem, je ne parle pas de tout, c'est-à-dire, on ne parle pas du Ben Gurion qui, dans les années 70, quelques années avant sa mort, a fait le pas de ceux qu'on a parlé, Noa Teret Israël Hashlema. Il était beaucoup plus proche de Nathan Alterman que d'autres personnes qui ensuite ont été identifiées avec je voudrais dire même plus. En 49, pendant la guerre, il fait voter dans le cabinet, pendant la guerre d'indépendance,
il fait voter dans le cabinet une résolution qui dit, Chaverim, on attaque Shrem, on attaque Jenin, on rentre à Hebron. On rentre à Hebron. Il y a un vote, 6 contre 6. Je parle de la guerre d'indépendance. Pour finir, il y a un ministre, j'ai oublié son nom, qui dit, qui n'est pas présent, mais qui a laissé un tzetele, comme on dit, un petit papier avec son opinion. Il dit, si ce sera égalité, alors j'ai laissé mon papier, on ouvre son pétec, et il dit, il est contre. On était en gros à 2 doigts d'essayer, et on avait beaucoup de chances de réussir, de reconquérir Hebron, Shrem, etc. en 48-49, sous l'initiative de Ben Gurion. Mais bon, ça c'était juste Z. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Après Kfar Etzion, se passe une chose fantastique. Vous avez entendu parler du Pesach Hebron? Pesach Hebron, vous avez entendu parler? Leil HaSeder Bechevron. Leil HaSeder Bechevron, je vais vous montrer maintenant des extraits d'un film qui a été fait dernièrement, il y a quelques années, sur toute cette Ityashvut qui parle des Mitnachalei Hebron, des colons de Hebron. C'est à Pesach, s'organise un groupe mené par le Rav Moshe Levinger et surtout par sa femme, Myriam, avec le Rav Druckmann, avec le Rav Waldman, avec le très jeune Rav Shlomo Aviner, avec des personnes qui ne sont pas du tout religieuses en apparence, comme l'écrivain Moshe Shamir, et qui vont faire Leil HaSeder à Hebron. Où est-ce qu'ils s'établissent? Dans un hôtel tenu par un arabe, Malone Park. Et c'est là-bas qu'ils font un Seder Pesach. Pourquoi? Pour renouer, faire revivre, faire renaître la présence juive à Hebron. Regardez, je vous montre un exemple, un extrait de ce film. Vous allez voir beaucoup de personnages, c'est en hébreu. Je ne vais rien traduire, je vais essayer de ne pas gêner au visionnement pendant cela. Ceux qui voudront une traduction, et bien je vais le faire après, avec votre permission. Beseda, on y est, on y va? Très bien. Regarde. Posez. Ah, non, Zelopop, pardon. Là, c'est un autre film. Tashvut, après 67, là, sur le Rav Menachem Félix. Vous allez voir Tzvi Katsover, vous allez voir le Rav Levinger, vous allez voir sa femme, Myriam, vous allez voir beaucoup de personnes intéressantes. איפה חברון שלנו? הערים חשוכים, לא דולקים שם אורות. יהודה עציון. והבאתי את מכונת כביסה, כי אמרתי לעצמי, פה זה לא גאוני. אני בלי מכונת כביסה לא זזה. סדר ראשון מאז תרפ"ט בחברון. זה קשה במילים לתאר מה היה שם. מיד בסיום הפסח, מוחמד עלי אל-ג'ברי שלח מברק בהול לשר הביטחון דיין בדרישה לסלק את היהודים מחברון. העברנו אותם למחנה הממשל הצבאי
בחברון עד שיוחלט לאן הם עוברים. כל משפחה קיבלה חדר, בכל דירה גרו שתי משפחות. הגיעו אלפי יהודים. בא שר הביטחון ועשה הסכם עם השייח' חמורי שיהודים ייכנסו כתיירים בלבד 3 שעות ביום. הממשל לא נתן לא כיסא ולא ספסל, כלום. היה מתיישב זה שמחזיק את הספר תורה, אז המושל משך אותו באוזן. הקימו דוכן משקאות, לא יודע מה, בפתח המערה. באו חיילים והם פירקו את הקיוסק הזה לחתיכות. צו גירוש חתום על ידי שר הביטחון דיין. אנחנו לא רצינו נוכחות פיזית קבועה של יהודים בחברון. ממשלת ישראל מאשרת הקמת קריה יהודית בחברון. איזה שמחה זה היה. הולכים לבנות בטונדות, טרומיאדות. עם המעבר לקריה בתשל"א 71, מאוד מפריע לנו שבשומרון אין... רגע. אחד האוהלים עומד מקרר בחוץ, אחד עומדת מכונת כביסה. Je vais arrêter parce que ça c'est déjà le prochain sujet. Ça va, vous avez entendu? Oui, la vidéo pas trop, le son parfait. Vous n'avez pas vu la vidéo? Si, c'est un peu saccadé, mais c'est bon. Ah, ok. Donc, vous pouvez trouver ça si besoin. On peut même commander le film. Commander le film, ça s'appelle Ruach Acheret. Le film s'appelle Ruach Acheret. Il a été fait par Menora Khazani. On a parlé de Khazani, bien Menora Khazani. Un film, on peut se le procurer, vous pouvez, etc. Voilà, regarde, où est-ce qu'on est? On se retrouve. Voilà, Zéo. Si vous voulez avoir une meilleure vue, bien, voilà, vous voyez, Mitnachalei Hebron, ils s'établissent là-bas, et puis une fois établis, le Rav Tzvi Yehuda leur dit, écoutez, envoyez un télégramme au ministre de la Défense. Et effectivement, ils écrivent et ils disent Chag Sameach Mitnachalei Hebron. C'est depuis le terme Mitnachalim, eh bien, comme colon, eh bien, il a été, c'est eux qui l'ont innové, si on peut dire. Mitnachalei Hebron, ici, dans le film, vous avez vu, on voit plusieurs personnages. On voit Rabbanit Miriam Levinger qui est venue là-bas avec sa machine à laver, la Rabbanit Sarah Nachshon, qui était une personne, toute une histoire invraisemblable à raconter. C'est elle qui a renouvelé ensuite, en enterrant son fils nouveau-né qui était mort par une mavet harissa, eh bien, elle le portait pour l'enterrer au cimetière juif et renouveler ainsi la présence, si on peut dire, juive dans le cimetière juif de Hebron, et a fait céder l'armée, elle a fait céder Shimon Peres. C'est une femme fantastique de Chabadnikit. On a vu là-bas le Moshel Gazit, qui a tout fait pour entraver le Moshel de Minal Ezrachi, c'est l'administration militaire, qui a tout fait pour entraver le retour des Juifs, et beaucoup d'autres personnes, Beni Katsover, Eliakim Haetzmi, Yehuda Etzion, etc. Beaucoup de personnes qui tous étaient véritablement jouaient le grand rôle dans ce retour. Mais contrairement à l'impression de confrontation avec le gouvernement, avec les autorités, eh bien, à part les autorités de l'administration militaire, eh bien, non.
Pas vraiment. Au contraire, les gens, ils sont déménagés après du Malone Park dans les baraquements, dans les bâtiments, on l'a entendu. Le Rav Waldman, la rabbinite Waldman l'a dit, dans les baraquements de l'administration, et c'est là-bas qu'ils ont vécu beaucoup de temps, mais plus que cela, ils étaient véritablement ils n'étaient pas seulement comment dire, des rabbins et des messianiques religieux qui étaient là-bas, non? Il y a là-bas, par exemple, on a dit, l'écrivain Moshe Shamir, il y a une histoire qu'il faut raconter à ce sujet. Le Rav Druckmann menait le Seder Pesach 68 à l'hôtel Parc et chacun disait un chidouche. Chacun intervenait naturellement. Alors, le Rav, alors il a dit, Moshe Shamir, toi aussi tu dois dire quelque chose. Tu vas dire quelque chose. Moshe Shamir, il a dit, oh, bien sûr. Tout le monde craignait un peu, qu'est-ce que ce Apicorse de diplômé du Palmar, qu'est-ce qu'il va dire sur la Gada de Pesach? Alors il a dit la chose suivante, vous savez, dans la Gada, on lit le cantique d'Ayeinu. D'Ayeinu qui nous a fait sortir d'Égypte, il n'a pas donné la Torah, il n'a pas donné la manne, d'Ayeinu qui nous a donné la manne, il n'a pas amené au Sinaï devant le mont Sinaï, d'Ayeinu. Il nous a amené au mont Sinaï, n'a pas donné la Torah, d'Ayeinu. Alors il y a beaucoup de commentaires. Mais je dois dire un autre commentaire, qu'en fait, à chaque étape que le peuple d'Israël franchit, eh bien, on ressent un peu de fatigue. Et il y a beaucoup de gens qui viennent et qui disent Dayenu. Ceux qu'on a conquis, déjà Dayenu. On a un petit État en Israël, Dayenu. Pas besoin de la vieille ville de Jérusalem. On a Tel Aviv, pas besoin de Hebron. Pas besoin de la vallée du Jourdain, pas besoin de Judée, pas besoin de... Eh bien, je veux leur dire qu'on a encore beaucoup de Dayenu devant nous qui nous attendent. Qu'on a encore beaucoup d'acquis, beaucoup de conquêtes à faire jusqu'à la rédemption totale. Et le Rav Druckmann qui vient et qui lui donne un baiser, qu'il embrasse sur le front. Et qui depuis le site, on peut le trouver. Ouais, je n'ai pas pris le livre dans le livre, celui qui raconte cette histoire. Encore une fois, Sragai Segel dans Achim Yekarim. Il parle de cela. Mais c'est pas seulement Moshe Shamir qui est là. Encore une fois, une des personnes qui leur envoie sa lettre de soutien, eh bien, c'est David Ben Gurion. C'est pas seulement cela, mais il leur dit, je vais citer, il dit comme ça, Kol ha-Yehudim שישבו בחברון בסביבותיה יוכלו לשוב למשכנם העתיק. Tous les Juifs qui ont habité à Hebron, jusqu'à 29, et dans ses alentours pourront revenir dans leur vieille ancienne demeure. C'est-à-dire qu'il veut véritablement réparer l'injustice de 1929, des Praot de 29. Plus que cela, il leur envoie une contribution de 100 lires israéliennes, 1/10 de sa rente, un véritable maaser, pour qu'ils puissent s'en servir et demander des fonds à d'autres philanthropes. Il dit, je m'excuse, c'est bien peu, mais c'est ce que je peux me permettre. C'est pas beaucoup d'argent, effectivement, Ben Gurion n'était pas très riche. Mais il leur envoie une aide financière à l'adresse de Yeshivat Mitnachalei Hebron, en écrivant, il y avait une yeshiva à Hebron et il y aura une yeshiva à Hebron.
Yigal Allon, on en a parlé. Il dit, il nous est interdit d'accepter le fait que du fait du pogrom meurtrier de Av 1929, nous rendions de notre gré Hebron vide de juifs, que Hebron soit Judenrein. Aujourd'hui, qui parle en ces termes? Aujourd'hui, c'est les femmes en vert. C'est qui parle, Nadia Matar qui parle comme ça. Rebecca? Rebecca, c'est מאוד יפה. Il chante très joliment. כל הכבוד. בקיצור, on voit à l'époque, c'est véritablement consensus, un véritable consensus. Nous devons revenir à Hebron. Alors, bien entendu, l'administration militaire, elle ne veut pas de balagan, elle veut de l'ordre, elle ne veut pas de mouvement, etc. Moshe Dayan, mais tous les autres, ils sont avec les Mitnachalei Hebron. Ben Gurion, Yigal Allon, plus 1970, il y a un vote qui passe pour établir quoi? Kiryat Arba. Il passe à une majorité de 48 pour et 5 contre. Et avec 7 abstentions à la Knesset. C'est-à-dire à la Knesset, une majorité plus qu'absolue, la Knesset vote l'établissement de Kiryat Arba. Et comme on l'a vu dans le film, les premières familles juives s'établissent en 1972. Les premières 50 familles s'établissent à Kiryat Arba. Il faut le savoir. C'est-à-dire que jusqu'à cette date, pendant toutes les premières années, le peuplement de la Judée-Samarie, c'est l'œuvre du gouvernement travailliste. D'abord, c'est Levi Eshkol, ensuite, c'est Golda Meir, ensuite, c'est Yitzhak Rabin, et c'est seulement ensuite que ça va passer à Menachem Begin. Et tous les Juifs, on a parlé de la montée de Hanouka 75 à Elon Moré Sébastien, qui allait à la tête de cette ascension. Qui marche en tête? Naomi Shemer. Naomi Shemer marche en tête de l'ascension qui monte libérer la ville de Shemer, Shomron. C'est pas par hasard peut-être. C'est pas par erreur, vous comprenez? Voilà. Et c'est ainsi que jusqu'au 77, près de 76 yishuvim sont fondés en Judée, à Gaza, au Golan, au Sinaï, tous avec le soutien et avec l'aide gouvernementale, avec une sympathie et avec un soutien bilatéral de la gauche et de la droite, des religieux et des non-religieux, du mouvement pour Eretz Israël Hashlema et d'un mouvement dont on va en parler, Gush Emunim. Mais Gush Emunim, Chaverim, c'est seulement après la guerre de Kippour. C'est seulement 73 et plus fort de 74. C'est seulement à cette époque que cela se passe. Jusqu'en 76, des milliers de Juifs s'établissent au Sinaï, au Golan, au Judée, dans la Bikat Yarden, partout, sauf en Judée, avec l'aide du gouvernement. En Samarie, ça va commencer en 74-75, on en a parlé, avec Ofra, avec Gdoumim, Machane Kadoum, Garin Elon Moré, etc., etc. C'est seulement à cette époque que ça va
que ça va commencer. Mais pendant les premières 10 premières années, c'est une affaire totalement nationale. Vous comprenez? On a parlé de Kfar Etzion. Avec Kfar Etzion, on te dit c'est le dernier parti, le premier revenu. Il en va de même avec Kfar Darom, au nord de Gaza. Dernier parti, pratiquement, c'était une des Nekudot Banegev, fondée en 47, après le lendemain de Yom Kippour, en 46. En 46, Kfar Darom a été fondé. Il a tenu tête pendant bien longtemps, pendant la guerre d'indépendance, à l'armée égyptienne. Ensuite, il est tombé. Et ensuite, début des années 70, ça reprend. Qui est-ce qui fonde Kfar Darom? Kfar Darom, c'est le gouvernement travailliste. Qui est-ce qui fonde Netzer Chazani, Gush Katif? C'est le gouvernement travailliste. Qui est-ce qui fonde Netzarim? Gouvernement travailliste. Vous comprenez? Gaza, je ne parle pas du Golan, je ne parle pas du Sinaï, je ne parle pas de Yamid, je ne parle pas de Ophira, etc., etc. Maintenant, mais ça, on en parlera la prochaine fois de la fondation de Gush Emunim. C'est que ensuite, 75, il y a encore le soutien de l'armée, il y a encore le soutien du gouvernement, mais ça devient plus conflictuel, Et là, je voudrais citer en 77 le même Yigal Allon qui parle à un de ses amis Mityashvim, juifs de Judée-Samarie, et qui leur dit la chose suivante. On ne va jamais vous pardonner. Il le dit très amicalement. Mais on ne pourra jamais vous pardonner le fait que vous nous avez fait perdre le pouvoir. Avec l'élan, avec l'enthousiasme que vous avez lancé et avec le soutien idéologique que vous a accordé Menachem Begin et à la lutte que vous avez menée contre nos gouvernements, eh bien, vous avez contribué à la victoire de Menachem Begin. Il y a eu pas mal d'articles, de recherches qui ont été faites à ce sujet. Mais on ne peut pas on ne vous le pardonnera jamais, et c'est ainsi que ça change. Mais ça, c'est seulement une approche. Il y avait une autre approche à cela. Une autre approche qui était de dire la chose suivante. Regardez ce que dit Naomi Shemer. Encore une fois, רגע. מאוד שטחיים תמיד. רגע. מגיל 0 הם היו קצת מצחיקים. עכשיו, תחזרי לקו הזה. רכות. לא לתת בכלל מאמץ בקול, שום דבר. אני חושבת שאני זוכרת במעורפל את ברל נואם, אבל לא זוכרת מה הוא אמר, אני רק זוכרת את הרטט של האנשים, את ההקשבה, אפילו את הטון שלהם. יום אחר כך, נגיד שאני כבר נרדמתי כשהוא נאם, יום אחר כך אמרו ברל דיבר. היה להם אור בעיניים, ברל דיבר. אני זוכרת את העיניים שלו, אני זוכרת את החיוך שלו, אני זוכרת את ההרגשה של שואה ביום שהודיעו שהוא נפטר. ואני זוכרת את הלוויה. כשאני בא הנה, עצם זה שאני יכול לריב עם העבר, הרי אני עושה את זה בהווה בשביל העתיד. הנה לך בית הקברות הזה. זה גם בגלל שהאנשים האלה בעצם לא מתו. ברל כצנלסון מת, סירקין מת, אנשים האלה מתו. אנשים לא מתו מפני שכל דבר שנהפך למיתוס בעצם לא מת. פה פנתיאון. פה לא בית קברות, כאן תנ"ך, אבל תנ"ך ויזואלי, לא תנ"ך כתוב. תנ"ך בתחילתו, אני לא יודע אם זה שמואל א' או יהושע או שופטים, אבל זה תנ"ך בתחילתו. אין כאן אנשים שמתו
ואין כאן Regardez en מוות. bas ensuite, יש on va כאן revenir à, מאבק ça va revenir à שנקטע Naomi באמצע, Shemer, c'est elle qui est convertie. שאיפשהו צריך למצוא את הדרך להתחבר אליו מחדש, מוות אין כאן. Regardez écoutez ce qu'elle va dire maintenant. תראה, מצד אחד אנחנו אומרים שהכל זורם ונמשך ומשתנה. מצד שני, יש משהו שנגמר פה. יש משהו שנגמר. מה נגמר? לפי דעתי, המנוע שדחף את כל העסק הזה קדימה, היה באמת ההרגשה שאנחנו חלק משיבת ציון, שאנחנו חלק מנהר גדול שזורם. ברגע שאתה לא חלק מהנהר הגדול, אז שום דבר לא זורם. ואז החיים של כל פרט ופרט יכולים להיות נורא יפים ושלמים, והכל בסדר, אבל הזרימה איננה באמת. האנשים שאני זוכרת מילדותי, הם היו הרץ במרוץ השליחים עם המקל ביד. לא, עכשיו לא. עכשיו הם לא רצים בראש המחנה. אלה האנשים שתמיד שואלים אותי, איך זה יכול להיות שאני אוהבת את האנשים מגוש אמונים? וזאת התשובה פשוט מאוד, הם עכשיו רצים עם הלפיד, לא יעזור שום דבר. וזה כל כך עמוק בחינוך שלי, שאני מוכרחה להזדהות ולאהוב את אלה שרצים עם הלפיד. כל כך עמוק בחינוך שלי העניין של יישוב ארץ ישראל ששקול כנגד תרי"ג מצוות, שאם ברגע שאתה רק עושה לביתך, וברגע שבאיזשהו מובן יישוב ארץ ישראל הופך ממצווה לעבירה, אני לא שם. אני במקום ששם מגשימים את יישוב ארץ ישראל. חושבת שאם ברל היה חי היום למשל, האנשים האלה, הוא היה בגוש אמונים? הוא היה בגוש אמונים עם טבנקין, יצחק טבנקין, ביתי. Vous avez entendu cette personne fantastique qui est beaucoup plus qu'une chanteuse, beaucoup plus quelqu'un qui sait écrire des chansons fantastiques. C'est véritablement un maître à penser. Lorsque vous écoutez comment elle parle, là, c'était deux séries d'émissions faites dans les années 80 par Monty Kirschenbaum qui s'appelle El Borot Hamaim, où vous entendez beaucoup parler Naomi Shemer. C'est avec elle que... Et puis, regardez ce qu'elle dit. Vers la fin de cette interview, je vous ai donné un peu plus large pour faire entrer dans la matière. Mais elle dit, moi, j'ai été, on m'a appris à être toujours au devant. On m'a appris à prendre possession et cultiver la terre d'Israël. Yeshuv haaretz. Et maintenant, le relais, il a passé à qui il a passé? À Gush Emonim. Eh bien, je suis avec Gush Emonim parce que j'ai été éduqué dans l'esprit qu'on doit toujours courir devant au devant. Vele Yashev Haaretz, qui correspond au Tariag Mitzvot. Et ceux qui transforment une mitzvah en avera, eh bien, Anilosham. Vous pourrez revoir cela, pour ceux qui veulent voir tous les films, toutes les deux séries, je recommande, Ken. Vous pouvez le trouver, El Borot Hamaim, ça s'appelle. C'est-à-dire, en quoi est-ce que cela répond? Oui. Donc, Baruch Hashem, je m'excuse, chez moi, l'électricité s'est tombée, mais on continue. Donc, Yofi. Qu'est-ce que je disais? C'est une autre réponse. Égal à l'homme.
Yigal Alon, il a dit, on ne pourra pas vous pardonner d'avoir fait passer le relais à quelqu'un d'autre. Naomi Shem, elle répond au contraire. Peu importe chez qui est le relais, qui a pris le relais, qui court avec ce bâton, s'il est au service du Yeshuva Haaretz, s'il est au service de son peuple, eh bien, je suis avec eux. Et avec moi, Sibel Katzenelson, l'idéologue du Parti travailliste, s'il était en vie, il serait avec moi. Et Yitzhak Tabenkin, il serait avec moi. Il serait avec Gush Emunim. On va en parler. Mais là, pourquoi est-ce que je dis cela? J'amène ces deux choses, c'est qu'il y a une bifurcation qui se fait entre ceux qui mettent le pouvoir avant les idéaux, avant la terre, avant l'État, et ceux qui, comme Naomi Shemer, comme Eretz Israël Hashlema, comme Eliakim Ha'etzny, comme Moshe Shamir, comme toutes ces personnes, comme Chaim Gouri, comme beaucoup d'autres, eh bien, ils disent non, on continue. Comme Rachel Yanaïd Ben Tzvi, on continue à cultiver la terre. On cultive maintenant, ça a passé en Judée-Samarie, très bien. Ça a passé à ces, comment il va dire, Naomi Shemer, Anashim Muzarim, à ces personnes un peu étranges, peu importe. Ani Itam, je suis avec eux. Ça, cette bifurcation, elle va se faire à partir de 75, 76, 17. Elle va, comme le dit Yigal Alon, elle va être consommée avec la montée du Likoud, mais ces premières 10 années, elles sont très importantes. Qui a Reshit Ikovat. Tous ont admis que le sionisme et la suite du sionisme, ce n'est pas briser le lien avec Eretz Israël, mais c'est l'approfondir, religieux et pas religieux. Ce n'est pas une erreur historique. Une erreur historique ne dure pas 10 ans et 3 gouvernements. Et c'est ce qui, au niveau historique, pas seulement idéologique, nous permet de parler du peuplement de la Judée-Samarie comme d'une affaire qui n'a rien de sectoriel. Et si on veut y ajouter un aspect qui n'est pas seulement sécuritaire, eh bien, Yigal Alon et Ben Gurion et beaucoup d'autres sont là pour ajouter l'aspect de la justice historique. Et d'autres viennent aussi même à rajouter l'aspect biblique, on en a parlé, Nathan Alterman. Il n'y a pas du tout à se gêner d'avoir des arguments d'ordre biblique, tanachique, pour revenir à sa terre. Cela va changer ensuite au niveau politique. Cela va changer et il faut savoir que pour discréditer, une des meilleures façons de discréditer une cause, c'est de la rendre sectorielle. Ah, ça c'est l'affaire de ces fanatiques. Ah, ça c'est l'affaire de ces séfarades. Ah, ça c'est les Russes. Ah, ça c'est les Marocains. Ah, ça c'est etc., etc. Et il ne faut pas tomber dans ce piège. Mais là, je pense, on va continuer sur la lancée, Bezrat Hashem, la prochaine fois avec l'histoire avec la fondation de Gush Emunim qui va véritablement devenir au début un centre de ralliement, un mouvement de ralliement tant de la gauche que de la droite. Tout le monde va monter en pèlerinage, venir en pèlerinage chez le Rav Tzvi Yehuda Kook
tant la gauche que la droite, tant Shimon Peres que Menachem Begin. Et ça va être un nouveau volet du mouvement du peuplement de Judée-Samarie. Ken, peut-être laisser un peu de temps pour les questions, pour les commentaires. Alors, qu'est-ce qui a fait le Parti travailliste et maintenant contre les territoires? Bon, ça, on va en parler. La première réponse, eh bien, elle a été déjà fournie par Yigal Allon, mais il y en a d'autres. Eliezer, tu dis que ce n'est pas un mouvement sectoriel. Est-ce que tu peux nous dire au niveau démographique quelle est la partie des sionistes religieux, quelle est la proportion des sionistes religieux et des non-religieux, par exemple, dans les territoires, dans Yehuda Veshomron? Oui, la majorité est non religieuse. C'est-à-dire, vous prenez des villes comme Ariel ou comme Ma'ale Adumim, par exemple, même Kiryat Arba, la majorité des habitants de toutes ces localités, ce sont des personnes qui se définissent comme chilonim. Mais en gros, c'est shlish. Un tiers de Kippot Srugot, un tiers de Haredim, avec des énormes centres comme Modi'in Elite, Beitar Elite, etc. Beitar et Modi'in Elite, très très grandes villes avec des dizaines et dizaines de milliers de personnes. Et puis un tiers qui est fait de Kippot Srugot. C'est-à-dire que même au niveau sociologique, merci d'avoir posé la question, eh bien, ça n'a absolument rien de sectoriel, tout simplement pour des raisons de marketing ou pour des raisons de discrédit ou au contraire pour des raisons de politique sectorielle dans lequel le parti religieux sioniste, eh bien, il a aussi, comment dire, il y excelle aussi pas mal, eh bien, on a l'impression que ceux qui vivent en Judée-Samarie, eh bien, c'est avant tout les sionistes religieux. Non, il y a aussi des Bratslavim, il y a des Chabadnikim, il y a tout ce que vous voulez. À Efrat, là où je suis, il y a même des manifestations des drapeaux noirs. Alors, bon, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont vraiment pas beaucoup, ils sont d'un certain âge, peu importe, mais vous trouvez aussi cela dans d'autres endroits à Gush Etzion. Mais voilà, c'est-à-dire que ça n'a rien de sectoriel. Et ça, c'est uniquement au niveau sociologique. Merci beaucoup. Voilà. D'autres questions? Alors, on continue Bezrat Hashem la prochaine fois avec Gush Emunim. Pourquoi est-ce qu'il est né? Pourquoi est-ce qu'il est né après la guerre de Kippour? Où étaient ses premières positions? C'était très intéressant. C'était pas en Samarie, c'était très loin de Samarie, c'était beaucoup plus proche de Damas que de Jérusalem. Mais ça, on va le voir Bezrat Hashem la prochaine fois. Et en attendant, Chag Urim Sameach et Shabbat Shalom. Toda Rabba. Toda Rabba. Merci beaucoup, Eliezer. Vous pouvez ouvrir le micro. Est-ce que je peux demander